En 2016, une machine a battu le champion du monde de Go. Le Go est un jeu assez simple. Il y a seulement 9 règles, donc on pourrait se dire que c'est facile. Mais le nombre de combinaisons possibles excède le nombre d'atomes connus dans l'univers. Plus récemment, une intelligence artificielle a battu 5 joueurs professionnels au poker. Mais le domaine de l'intelligence artificielle ne se limite pas qu'aux jeux. Dans le domaine du médical, des modèles sont capables de détecter beaucoup plus efficacement que des tumeurs cancéreuses que des médecins expérimentés. Dans le domaine de l'agriculture, on peut optimiser des récoltes grâce à des modèles d'intelligence artificielle. On peut détecter des maladies, on peut optimiser l'épandage des engrais, etc. Dans les usines, on peut optimiser les productions. On peut détecter dès lors que, lorsqu'on fabrique une pièce, la pièce commence à baisser en qualité. Et puis, dans l'industrie, on peut détecter une anomalie avant même qu'elle ne devienne critique. C'est ce qu'on appelle la maintenance prédictive. Tout ça, c'est toutes les avancées, enfin il y en a plein d'autres, c'est des avancées qui ont eu lieu grâce au progrès de l'intelligence artificielle dans les 10 dernières années. Tout ça, ça a été possible grâce à l'essor du machine learning et plus particulièrement du deep learning. Et le deep learning, c'est des réseaux de neurones artificiels qui sont bio-inspirés des réseaux de neurones humains. Alors notre cerveau aussi est une machine absolument formidable. Par exemple, si vous prenez la conduite automobile, vous avez l'impression que c'est une seule tâche, assez simple. En fait, c'est une multitude de tâches unitaires qui, prises les unes à côté des autres, ne sont pas si simples que ça. Il faut estimer la vitesse de la voiture devant, il faut estimer la vitesse des piétons, leur direction, passer les vitesses, tout en pensant au chemin qu'on va prendre pour arriver à destination. Et tout ça ensemble, en fait, c'est pas si simple que ça à traiter. Et le fait de mettre tout ça dans notre cerveau, c'est quand même déjà assez incroyable. Puis notre cerveau, il est très précis aussi. Là, derrière moi, il y a Stephen Wiltshire. Stephen Wiltshire, on lui a fait survoler l'île de Manhattan pendant 20 minutes en hélicoptère. Il n'avait jamais vu Manhattan. Et après ça, on l'a mis face à une grande feuille blanche et on lui a demandé de dessiner Manhattan. Il l'a dessiné avec une précision telle que même les architectes et les urbanistes en sont restés pantois. Donc là, on voit un grossissement. Et en fait, le moindre bâtiment, le moindre building, la moindre rue existe dans Manhattan. Enfin, s'il est utile de le préciser, notre cerveau est un organe très complexe. Il y a plusieurs centaines de milliers, de milliards de connexions dans notre cerveau. En fait, on pense qu'il y a plus de connexions dans notre cerveau qu'il y a d'étoiles dans notre galaxie. Et certains disent même qu'on en connaît plus sur l'histoire de notre univers que sur le fonctionnement de notre cerveau, c'est dire. Et pour étudier la complexité de notre cerveau, pour pouvoir mieux l'appréhender, on utilise beaucoup d'outils qui se basent sur les mathématiques, l'informatique et aussi sur l'intelligence artificielle. Donc j'ai le plaisir de vous présenter Alexia Odevar, experte en machine learning et fondatrice de la société Datactic. J'ai le plaisir de vous présenter Magali Alonso, qui a suivi une formation universitaire très brillante en neurosciences. Et après une reconversion professionnelle, elle est devenue data scientist et elle travaille au sein de Helter. Nous animons toutes les deux le Meetup Toulouse Data Science, qui est un meetup qui regroupe plus de 2000 data héros sur Toulouse. On organise des conférences mensuelles et de nombreux événements gratuits. Donc bonjour à tous et merci de nous accueillir au pays des petits lus. Du constat en fait que l'intelligence artificielle et les neurosciences avaient besoin l'une de l'autre pour continuer à se développer, est née l'idée d'écrire un livre. Donc on a le plaisir de vous le présenter aujourd'hui. C'est la première fois qu'on fait cette conférence. On a eu le livre pour la première fois dans les mains hier, donc autant vous dire que c'était la concrétisation de plusieurs mois de travail. Ce livre, il ne s'adresse pas qu'aux experts en intelligence artificielle ou en neurosciences. Il s'adresse à toute personne qui a envie d'avoir une vision scientifique de l'interaction de ces deux disciplines. On sera dans la salle, dans la grande salle, toute la journée, si vous voulez venir échanger autour du livre ou nous poser des questions.
Avant de vous expliquer vraiment l'interaction entre ces deux disciplines, il nous a semblé très important de vous conter l'histoire de chacune d'entre elles. Donc on va commencer par l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une science qui est très récente. Elle date de 1900. Ça a commencé dans les années 1950, avec entre autres Alan Turing, que vous connaissez sûrement tous. Mais elle a été décriée comme une vraie science en 1956 au congrès de Dartmouth. Au congrès de Dartmouth, il y avait 20 chercheurs qui se sont réunis, et puis ils ont créé le terme intelligence artificielle. L'objectif, c'était de recréer toutes les fonctions cognitives humaines dans une machine. Autant vous dire que c'était pas facile. Très rapidement, on a vu deux approches qui ont émergé. La première, je vous dis la première parce que c'est la première que je cite, c'est l'approche symbolique. L'approche symbolique, l'implémentation la plus connue, c'est un système expert. Alors je vous propose de vous expliquer ce que c'est qu'un système expert, et comme ça on comprendra très facilement, normalement, ce que c'est que l'approche symbolique. Alors pour ça, je vous demande toute votre attention, on va faire venir sur scène un expert, le voilà. Cet expert, il est expert en généalogie de la famille Picsou. Donc on veut modéliser toutes ses connaissances dans une machine. Donc ce qu'on va lui faire, c'est on va lui dire, bon ben, quels sont les faits irréfutables que tu connais ? Hop, attention, il était parti, l'expert, il a eu peur. Donc on sort de la tête de l'expert les connaissances qu'il sait. Donc on sait que Riri est le frère de Loulou, que Riri est le frère de Fifi, et que Riri est le petit-neveu de Picsou. Ça, c'est les connaissances de notre expert. Il ne connaît rien d'autre. Et puis il sait aussi que si X est le frère de Y, et que X est le petit-neveu de Z, alors Y est le petit-neveu de Z. C'est bon pour tout le monde ? Donc là, on a la base de connaissances, la base de règles. Et le système expert, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est cette connaissance-là qu'on extrait d'un expert, ou de plusieurs. Et puis surtout un moteur d'inférence. Et le moteur d'inférence, il va prendre la base de connaissances, tous les faits qu'on connaît, il va essayer de voir si les règles s'appliquent. De là, on va en déduire probablement des nouveaux faits qu'on va rajouter dans la base de connaissances. Et c'est ainsi qu'on construit un système expert. Donc là, si on fait tourner notre moteur d'inférence sur ça, on va voir que Fifi est le petit-neveu de Picsou et que Riri, Fifi, Loulou est le petit-neveu de Picsou. C'est bon pour ce petit exemple fort professionnel. Donc l'approche symbolique, c'est fondé sur la logique, comme vous l'avez vu. Le problème de cette approche, c'est que des fois, on n'est pas capable de sortir toute l'expertise d'un être humain et la mettre dans une machine. Ça peut être compliqué. Donc l'autre approche qui a émergé, c'est l'approche connexionniste, qui est fondée sur les données. Donc c'est tout ce qui est machine learning, apprentissage automatique. Et une branche de l'apprentissage automatique, qui est beaucoup en vogue en ce moment, dont je vous ai parlé en introduction, c'est le deep learning. Des réseaux de neurones bio-inspirés, des réseaux de neurones artificiels bio-inspirés des réseaux de neurones humains. Donc pour vous expliquer ça, on va partir d'un neurone biologique. Un neurone biologique, qu'est-ce que c'est ? C'est quelque chose qui va récupérer de l'information par des ramifications qui s'appellent des dendrites, qui va collecter toutes les informations et puis faire les calculs nécessaires dans le noyau et sortir une information qui sera le résultat. Ce résultat, cette nouvelle information, va être transportée par l'axone jusqu'aux synapses qui elles-mêmes vont être connectées à d'autres dendrites, d'autres neurones, et c'est ainsi qu'on forme des réseaux de neurones. Donc ça, c'est le fonctionnement très grossier de votre cerveau. Point de vue artificiel, ce que les chercheurs ont trouvé, c'est qu'on va récupérer... Donc les infos en informatique, c'est des données. Donc on va avoir des données en entrée. On va pondérer ces données, c'est-à-dire qu'on va leur donner plus ou moins d'importance selon ce qu'on veut faire. Donc ça va nous faire une somme pondérée. De la somme pondérée, on va avoir un résultat. Ce résultat, on va le donner à une fonction d'activation. La fonction d'activation, c'est similaire au potentiel d'action qu'on a de nos neurones, où si le courant électrique arrive à un certain seuil, l'information passe, sinon elle est inhibée. Là, c'est un petit peu pareil avec les fonctions d'activation. Et puis, on a en sortie une information qui arrive, qui sort du coup. Et donc, c'est en connectant plusieurs neurones artificiels qu'on va réussir à faire des réseaux de neurones artificiels. Alors, pourquoi cet essor aujourd'hui ? Les premiers travaux
qui parle de réseaux de neurones artificiels date des années 80-90. Et pourtant, ça fait une dizaine d'années que nous, on utilise vraiment du deep learning un peu partout. Tout simplement parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas les puissances de calcul déjà pour faire les traitements. On n'avait pas forcément non plus les données. Les données, on en génère de plus en plus et on est surtout capable de les stocker. Donc en fait, le fait qu'on ait des données, qu'on ait des capacités de stockage de l'information et des capacités de traitement nous permettent de faire tourner ces algorithmes assez gourmands. Et c'est pour ça que le deep learning est très en vogue aujourd'hui. Je vais laisser la place à Magali qui va vous conter l'histoire des neurosciences. Alors l'histoire des neurosciences, ça remonte à un peu plus longtemps que les années 1900. On va partir dans la Grèce antique, chez Hippocrate. Alors Hippocrate, c'est pas vraiment lui qui est à l'origine des neurosciences, même au contraire, parce que bien qu'il soit le père de la médecine, Hippocrate pensait le cerveau comme étant le centre de refroidissement du corps humain. Bon, on est un peu loin de la fonction qu'on lui connaît aujourd'hui. Si on avance un petit peu dans le temps, peine un tout petit peu, on a Descartes. Alors Descartes, lui, pour le coup, il donne au cerveau ou à l'esprit une entité à part entière. Il a énoncé le principe de dualisme entre le corps et l'esprit. Le corps est divisible, il est éphémère, et il est séparé de l'esprit, indivisible et potentiellement perpétuel. Si on vient dans les années, on va dire dans les années 1900, à peu près quand l'intelligence artificielle est arrivée, on a Hans Berger, en 1920, qui a le premier étudié les ondes cérébrales. Il s'est rendu compte que notre cerveau était capable d'émettre une activité électrique. Et il a réussi à amplifier cette activité électrique et à décrire des ondes cérébrales grâce à un dispositif que l'on appelle EEG pour électroencéphalographie. Plus proche de nous, une autre technique s'appelle la tractographie. Alors, ça paraît peut-être un petit peu barbare comme ça. En fait, chaque couleur, ici, représente une autoroute que nous avons dans le cerveau, représente un sens de connexion de ces fameux axones dont Alexia vous a parlé tout à l'heure. Et la tractographie a permis de confirmer des résultats expérimentaux que nous avions eus grâce à une autre technique chez l'animal qui s'appelle l'immunohistochimie. Alors pareil, c'est un nom un peu barbare. Immuno parce qu'on utilise des anticorps fluorescents et histochimie parce qu'on fait de la chimie sur des coupes de cerveau. Et ici, vous voyez en vert, en fait, on est capable d'isoler une protéine qui s'appelle NEN et qui est spécifique du noyau des neurones. Et en rouge, on a une autre protéine qui s'appelle la myéline. La myéline, elle fait un genre de gaine d'isolant autour de l'axone du cerveau pour permettre à l'électricité de ne pas s'échapper, un peu comme dans le réseau électrique chez vous. Et on voit le sens, ici, de tous ces axones. Et en fait, les résultats qu'on avait obtenus en immunohistochimie ici, on les a retrouvés dans le cerveau des humains par tractographie, qui n'est autre en fait qu'une IRM un peu spéciale que l'on fait passer à des humains. Donc, on a étudié un peu l'histoire du cerveau, et quand on parle d'intelligence artificielle, on parle d'intelligence. Alors, l'intelligence, c'est un concept qui est très compliqué à définir. Je pense qu'il y a à peu près autant de définitions d'intelligence que de personnes qui étudient ce concept. On va essayer de vous donner une définition assez générique et plutôt étymologique. Intelligence, ça vient de intelligere en italien, et ça signifie, enfin en latin, et ça signifie faire des connexions. Alors c'est plutôt pratique, puisqu'en fait, on l'a vu, dans notre cerveau, il y a plein de connexions. Dans les réseaux de neurones, il y a plein de connexions également, et en fait, le but, c'est de faire des liens entre des concepts. Et pour mesurer cette intelligence, parce que nous, êtres humains, on aime bien mesurer les choses, les quantifier, on utilise un test qui s'appelle le test de QI, qui date des années 20, d'un certain monsieur Binet, qui était utilisé pour mesurer les capacités scolaires, l'adaptation scolaire des enfants. Mais en fait, ce test de QI, il est assez décrié. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une intelligence. Il n'y a pas une intelligence logique basée uniquement sur la capacité à résoudre des suites de nombres, etc. Mais il y a aussi une intelligence émotionnelle pour nous.
Et puis, on parle de l'intelligence des hommes, mais les animaux aussi sont doués d'intelligence. Et comment faire si on veut comparer notre intelligence, par exemple, notre capacité à suivre un GPS, à l'intelligence d'une baleine qui va être capable de migrer sur des milliers de kilomètres pour retrouver le lieu où il faut qu'elle mette bas dans des conditions parfaites pour son enfant. Ouais, je vais laisser Alexia maintenant vous expliquer comment on quantifie, comment on mesure l'intelligence artificielle. Donc en intelligence artificielle, il y a également un test qui est également décrié, qui est le test de Turing. Le test de Turing, c'est un concept qui est assez simple. On prend un être humain et on va le faire converser avec une machine et un autre être humain. Mais il ne sait pas à qui il a affaire. Donc il va échanger. Et Alan Turing dit que le test est réussi si la machine a réussi à bluffer l'évaluateur humain et a réussi à se faire passer pour une machine. Pour un humain, pardon. Excusez-moi. C'est bon, c'est clair ? Ouais. Donc ce test, pourquoi il est décrié ? Ben, en fait, nous, quand on parle, on réfléchit de façon sémantique. C'est-à-dire qu'on va faire attention à quel sens, à quel mot, et c'est la combinaison des sens des mots qui va faire le sens des phrases. Une machine, elle va réfléchir de manière syntaxique. Elle va juste essayer de faire verbe, sujet, complément, en gros. Donc du coup, on a deux intelligences qui sont complètement différentes, enfin, si on peut appeler ça intelligence, pour converser entre nous. Donc ce test, du coup, n'a pas de sens. On pourrait aussi se dire, si l'évaluateur humain demande à la machine la 10e décimale du nombre pi, normalement, la machine est capable de suite d'y répondre, alors qu'un être humain normalement constitué ne le sait pas. Donc forcément, ils ont fait en sorte que le test puisse répondre à ce genre de questions pour que l'évaluateur humain ne découvre pas trop vite à qui il a affaire. Quand on parle d'intelligence, comme l'a dit Magali, c'est faire le lien entre les choses. Et pour ça, en fait, la capacité primordiale, c'est la capacité d'apprentissage. Quand on apprend des nouvelles choses, du coup, on peut faire les liens entre tout ça. Donc Magali va vous parler de l'apprentissage chez les humains. Alors, apprendre, c'est quelque chose d'assez complexe. On va rester très haut niveau. Si on devait parler de toutes les formes d'apprentissage chez l'homme, je pense qu'on en aurait pour la journée. Mais pour apprendre, il y a un point commun entre toutes les formes d'apprentissage, c'est qu'il faut capter l'information. Alors comment on capte l'information ? On la capte par les organes de nos sens, l'ouïe, la vision, etc. Et ensuite, ces organes sont capables de transformer l'information en un médium qui est compréhensible par notre corps humain. Donc, c'est-à-dire en molécules chimiques, en information électrique. Un peu comme le clavier va traduire l'information de sur quelle touche vous avez appuyé en binaire pour que votre ordinateur sache que vous avez appuyé sur la touche B. Puis une fois qu'on a capté cette information, il faut pouvoir la garder en mémoire. Alors c'est là que les choses se compliquent, parce qu'on a différents types de mémoire. On n'a pas qu'un seul type de mémoire. Mais globalement, le premier type de mémoire qu'on a, ça va être une mémoire dite à court terme. La mémoire à court terme, c'est par exemple, si je vous donne mon numéro de téléphone et que vous voulez le noter sur votre téléphone, vous allez le retenir de façon transitoire, sans forcément avoir envie de le garder à long terme, je vous comprends. Et du coup, si pendant que vous notez ce numéro de téléphone, un collègue arrive et vous dit « Ah, attends, viens de suite, il y a une autre conf qui est super cool et tout », en fait, vous allez perdre l'information et peut-être vous allez avoir noté les 3 premiers chiffres et les suivants, vous les avez oubliés. Parce qu'en fait, votre cerveau n'a pas gardé cette information en mémoire de façon stable. C'est comme votre fichier Excel, quand vous l'ouvrez avant que vous l'enregistriez pour la première fois, si vous avez le fameux écran bleu Windows, c'est fini. Tout ce que vous avez fait dessus, vous l'avez perdu. Alors pour garder l'information à long terme, il faut vraiment avoir envie de la garder. Donc, ou sinon, il faut qu'elle vous soit répétée plusieurs fois. Si je passe 1 heure à vous répéter en boucle mon numéro de téléphone, peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez finir par le garder dans votre mémoire à long terme, malheureusement pour vous. Et pareil, une fois que vous avez fait CTRL S pour sauvegarder votre fichier Excel, c'est bon, il est sauvegardé sur la mémoire de l'ordinateur, donc tout va bien, les chiffres du mois dernier sont en sécurité. Et une fois que l'information est dans la mémoire à long terme, elle n'est pas perdue dans les limbes de notre cerveau.
mais des fois, on a envie d'y réaccéder. Par exemple, on se dit, tiens, je vais rappeler Magali, ou tiens, je vais mettre à jour les chiffres du mois dernier parce qu'il y avait une coquille. Donc on rouvre le fichier Excel, et c'est là que le bas blesse, c'est que c'est pratique, on peut la mettre à jour. Si j'ai changé de numéro de téléphone, potentiellement, vous allez pouvoir mettre à jour. Mais par contre, si votre collègue un peu relou revient parce qu'il y a une autre conf super intéressante, potentiellement, vous allez perdre toute l'information. Donc ça, c'est un peu le souci, on va dire, avec ce système de mémoire à court terme transitoire. Et en fait, il y a des cycles comme ça qui se font. À chaque fois que vous réaccédez à une information, vous la rendez potentiellement destructible par votre mémoire. Et sinon, vous la remettez en mémoire à long terme. Et à ce moment-là, c'est bon, elle est sauvegardée pendant un bon moment. Je laisse Alexia vous expliquer comment ça marche, l'apprentissage chez la machine. Merci. Donc dans une machine, je vous ai dit, la machine apprend avec des données. Donc la première chose à faire, c'est récupérer suffisamment de données qui correspondent à la tâche que vous voulez effectuer. Donc vous avez des données, vous savez la tâche que vous voulez effectuer, et vous allez donner à la machine un modèle mathématique qui va lui permettre d'exécuter cette tâche. Mais vous allez juste lui donner le modèle. C'est la machine qui va apprendre d'elle-même en regardant les données et en faisant des itérations. À chaque fin d'itération, la machine, elle va sortir des résultats. Vous allez les comparer avec les résultats que vous souhaitiez obtenir. Si ces résultats sont bons, parfait, votre modèle est prêt à l'emploi. Si ce n'est pas bon, ce qui est souvent le cas, parce qu'il faut souvent plusieurs itérations, on va recommencer. La machine, on va lui redonner les données, elle va réexécuter la tâche, on va remesurer. Si la mesure est bonne, parfait, on s'arrête, sinon on recommence. Et ça, on peut le faire des milliers de fois. Donc du coup, Tom Mitchell, qui est un écrivain que j'aime bien, a donné la définition suivante, en fait, qu'une machine pouvait apprendre de l'expérience, donc des données, pouvait apprendre une tâche, que si sa performance continuait à s'améliorer. Dès lors que vous continuez à exécuter une tâche et que l'indice de performance s'améliore, ça veut dire que la machine est en train d'apprendre. Tout à l'heure, depuis le début, en fait, on vous parle de bio-inspiration. Je vous dis, les réseaux de neurones artificiels sont bio-inspirés des réseaux de neurones humains. Alors pour cela, je vous propose de voyager dans la fin du XXe siècle avec l'ingénieur Clément Ader. Donc Clément Ader, il a fabriqué 3 avions. C'est un pionnier de l'aviation qui est très très connu en France. À Toulouse, on le connaît bien parce que je crois qu'on est biaisé sur les avions. Mais par contre, il est quasiment inconnu dans le reste du monde. Pourtant, ce bricoleur de génie a réussi 13 ans avant les frères Wright, qui sont les personnes qui ont réussi à faire le premier vol d'engin motorisé contrôlé, à faire décoller un engin motorisé. Donc il a réussi à faire décoller son avion, que vous voyez là c'est l'Éole 3, c'est le dernier. Mais par contre, il n'a pas réussi à le contrôler. Pour fabriquer son avion, il a copié la biologie. Il a fait ce qu'on appelle du biomimétisme. Et en fait, il a copié les chauves-souris. Donc son avion, c'est une réplique des chauves-souris. Mais le problème, c'est qu'en copiant les chauves-souris, il a complètement oublié toutes les règles en matière de voltige aérienne, de stabilité. Donc ça, nous, c'est ce qu'on veut oublier. On ne veut pas faire de biomimétisme, on veut faire de la bio-inspiration. On veut s'inspirer de la biologie pour faire des innovations. Mais on ne veut en aucun cas copier la biologie. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, très récemment, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous ai montré le neurone formel, le neurone artificiel, il y avait ce qu'on appelle une fonction d'activation. Et je vous ai dit, cette fonction d'activation, elle est analogue au potentiel d'action qu'on a dans nos neurones. Sauf que les fonctions mathématiques qu'on utilisait, elles ne ressemblaient pas vraiment à ce qui se passe vraiment biologiquement dans nos neurones. Et donc pour ça, les chercheurs ont trouvé cette fonction, on ne rentrera pas dans les détails, si vous avez des questions, ce sera avec plaisir après, qui est analogue au fonctionnement de nos neurones. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas d'intensité qui arrive, il ne se passe rien. Et quand on commence à avoir une intensité électrique qui arrive, le neurone est activé. Donc ça vous montre le lien qu'on a entre intelligence artificielle et neurosciences. En gros, l'intelligence artificielle
la partie deep learning de l'intelligence artificielle est bio-inspirée des réseaux neuronaux humains. Alors, l'intelligence artificielle n'est pas la seule en fait, à s'inspirer de la biologie. La biologie s'inspire aussi des mathématiques, de l'informatique. Elle s'appuie dessus comme outil. Et ça a donné naissance à une discipline qui s'appelle les neurosciences computationnelles. Alors pourquoi ça ? En fait, on le dit depuis tout à l'heure, notre cerveau est un organe très complexe. Pour l'étudier, souvent, on le découpe en sous-systèmes. On va étudier le système visuel d'un côté, le système auditif de l'autre, etc. Et on en parle aussi depuis tout à l'heure. Grâce à l'EEG, on a réussi à découvrir des ondes cérébrales. Donc là, vous avez différents types d'ondes cérébrales. Elles ont des amplitudes différentes, des périodes différentes, etc. Et pour comprendre ces ondes cérébrales, pour comprendre le fonctionnement de ces sous-systèmes, les neuroscientifiques, qui sont loin d'être des matheux, les biologistes en général, ils n'aiment pas trop les maths, ils ont été voir des mathématiciens et puis ils ont dit, voilà, moi j'ai un système et je pense qu'il fonctionne comme ça. Est-ce que tu crois qu'avec tes mathématiques, tu n'arriverais pas à faire un petit quelque chose, quoi. Et les mathématiciens, ils connaissent des fonctions qui sont issues des mathématiques, de l'électronique, de la physique, et ils vont essayer de faire des modèles qui vont permettre aux biologistes de comprendre si mathématiquement, ce qu'ils pensent fonctionner, fonctionne ou pas. Donc si un modèle fonctionne mathématiquement, ça a de grandes chances que ça se passe comme ça dans notre cerveau. Si ça ne fonctionne pas mathématiquement, il y a aussi de grandes chances que ça ne marche pas comme ça dans notre cerveau. Et pour les ondes cérébrales, il y a un modèle mathématique qu'on utilise beaucoup, qui est issu du traitement du signal, qui s'appelle la transformée de Fourier, que vous avez ici. C'est un terme très barbare, mais qui permet d'extraire en fait les harmoniques de toutes ces courbes là, et qui a permis en fait de définir différents types d'ondes cérébrales qui sont reliées à différents états d'activité de notre cerveau. Et en fait, ça a fait faire un énorme bond en avant dans les neurosciences que de caractériser ces différents types d'ondes cérébrales. Alors on vous dit depuis le départ que le cerveau, c'est une machine extraordinaire, très complexe. On pourrait croire qu'il est parfait. En fait, le cerveau n'est pas parfait. Alors pour illustrer ça, j'aime bien prendre l'exemple de Rain Man, qui a été joué par Dustin Hoffman, que vous voyez ici. Rain Man, c'était ce qu'on appelle un autiste de haut niveau. Et en fait, le personnage qui a inspiré Rain Man, il existait dans la vraie vie, et il s'appelait Kim Peek. Vous l'avez ici, avec Dustin Hoffman. Et en fait, Kim Peek, qui était un autiste de haut niveau, on dit autiste de haut niveau parce qu'il était capable de prouesses mentales absolument exceptionnelles. Par exemple, Kim Peek était capable de lire plusieurs livres dans la même journée et de se souvenir de près de 95% du contenu à vie, ponctuation comprise. Par contre, Kim Peek, il était aussi incapable de vivre seul, incapable de s'habiller tout seul, incapable de traverser la rue tout seul, parce qu'il était complètement, ce qu'on appelle inadapté socialement. Il n'arrivait pas à enregistrer toute l'information qui lui arrivait. Alors lire un livre, c'était simple, parce qu'il se mettait dans sa bulle, il lisait le livre, et tout allait bien. Traverser la rue, c'était compliqué. Imaginez-vous, je ne sais pas, à Times Square, parce qu'il était britannique, et traverser la rue à Times Square. Lui, il n'était pas capable de trier les informations qui lui arrivaient. Il n'était pas capable de se dire que l'horloge qui sonne, c'était pas important, mais qu'il fallait faire attention aux voitures qui allaient potentiellement le renverser. Kim Peek, donc c'était une personne absolument incroyable, mais dont le cerveau n'était pas adapté à la vie en société, mais capable de prouesses vraiment impressionnantes. Et si le cerveau n'est pas parfait, l'intelligence artificielle qui lit le cerveau ne l'est pas non plus. Donc là, c'est pour vous montrer que votre cerveau, de personne bien portante, j'espère pour vous, n'est pas parfait non plus. Donc si on vous demande de regarder le centre ici de l'image, très fixement, normalement l'image est fixe, tout va bien. Maintenant, dès que vous allez commencer à parcourir l'image, vous allez voir que en fait, vous avez l'impression que les cercles bougent. Alors en fait, c'est pas une vidéo, c'est pas un GIF, c'est votre cerveau qui vous trompe,
Pourquoi est-ce qu'il vous trompe? Parce que le cerveau est fait pour détecter des petites orientations de barres au niveau du système visuel. Et là, la différence de contraste entre toutes les barres qui composent les cercles est telle qu'en fait, ça lui donne une impression de mouvement. Il ne sait pas comment interpréter ça. Et la seule façon qu'il a d'interpréter ça, c'est de dire que les cercles tournent, alors qu'en fait, ils sont fixes. Un autre type d'illusion d'optique, qui est assez intéressant, c'est les illusions de contraste. Donc, je vais me décaler de l'autre côté. Alors, l'illusion de contraste, ici, elle consiste à vous dire que la case A, ici, et la case B, bon, elles sont évidemment de couleurs différentes. Et pourtant, si je les relie avec un trait de couleur, elles sont de la même couleur. Alors pourquoi? En fait, la case A, ici, donc si on revient en arrière, c'est une case foncée, entourée de cases claires. Et la case B, c'est une case claire, entourée, a priori, plutôt de cases foncées. Donc, notre cerveau interprète ça en disant, si la A est plus foncée et la B est plus claire, A est plus foncé que B. Mais on a mis un cylindre, ici, qui fait une ombre projetée sur B. Et c'est là que la magie opère. A et B sont de la même couleur. Et pourtant, il y a beaucoup de gens, même après avoir vu ça, qui pensent encore qu'il y a une feinte ou quoi, mais je vous assure, ça marche. Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, notre cerveau n'est pas parfait, nos réseaux de neurones ne sont pas parfaits, et du coup, les réseaux de neurones artificiels ne sont pas parfaits non plus. L'intelligence artificielle actuelle est dite faible, c'est-à-dire qu'elle est spécialisée dans une seule tâche. L'intelligence artificielle qui joue au jeu de Go, elle est très forte dans le jeu de Go, mais si on lui demande de faire de la maintenance prédictive dans une usine, elle ne saura pas le faire. Ce que sont en train d'essayer de faire les chercheurs, c'est de créer une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui serait capable d'être spécialisée dans une tâche, mais qui pourrait généraliser ses apprentissages de façon à être spécialisée dans plusieurs tâches. Et elle deviendrait ainsi l'égale de l'homme. Pour arriver à ça, il faut que l'intelligence artificielle s'améliore. Parce que l'intelligence artificielle actuelle n'a pas d'émotion. Et nous, êtres humains, toutes nos prises de décision sont conditionnées par nos émotions. Donc là, vous voyez le robot Sophia. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà vu. C'est un robot humanoïde qui est censé réagir avec des émotions quand il converse avec une personne. Je vous conseille de regarder une vidéo très intéressante sur YouTube où il y a Will Smith qui essaye de draguer le robot. Et en fait, on voit bien une différence entre le robot et l'humain, parce qu'elle met à peu près 30 secondes à répondre à chaque question de Will Smith, et puis tous ces traits d'émotion sont complètement artificiels, et ça se voit. Même si, comme ça, elle pourrait être bien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas ce qu'on appelle le sens commun. Le sens commun, c'est ce qui est commun à tous, ce qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Si je vous dis, attention, ne vous étouffez pas, un clavier AZERTY en vaut 2, ça va faire rire personne? J'en ai une autre. Je me suis toujours demandé de quoi les coquilles Saint-Jacques se composent-elles. Bon, pour information, c'est les blagues de Siri. Hier, on lui a demandé de nous raconter des blagues et il nous a dit ces deux-là. Vous, même si elles ne vous ont pas fait rire, vous avez compris qu'il y avait un double sens. L'intelligence artificielle, elle n'est pas capable de ça. Si je lui dis « Pierre aime Clémentine », on ne sait pas si elle va savoir que Clémentine, c'est une femme ou si c'est un fruit. Donc ça, c'est très important. Et la dernière chose, c'est que l'intelligence artificielle n'a pas de conscience. Quand une intelligence artificielle joue au jeu de Go, elle ne sait pas qu'elle joue au jeu de Go. Quand votre moteur de recommandation Netflix vous propose le super film pour ce soir, le moteur de recommandation, ce qu'il vous propose, pour lui, c'est pas ce que nous, on appelle un film. C'est juste une ligne d'une base de données où vous aurez le nom du film, les notes des utilisateurs, le scénariste, etc. Donc pour arriver à l'intelligence artificielle générale, il faudra que l'intelligence artificielle s'améliore sur ces 3 points. Et on ne pouvait pas finir sans vous parler de la super IA, parce que c'est souvent ce qui fait peur aux gens, c'est que l'intelligence artificielle nous domine et qu'on devienne l'esclave de la machine.
nous, avec Magali, on n'y croit pas trop pour l'instant, sachant que l'intelligence artificielle, pour l'instant, elle est faible et elle est vraiment stupide, en fait. Elle est douée pour faire une tâche, mais le reste du temps, elle sait rien faire. Donc à travers cette conférence, on a essayé de vous montrer la symbiose qu'on peut avoir entre intelligence artificielle et neurosciences. L'intelligence artificielle, elle repose sur plein d'autres sciences. Il va y avoir de les mathématiques, de l'informatique, de la psychologie, de la sociologie, dans le domaine du linguistique aussi, mais aussi sur les neurosciences. Et les neurosciences, c'est au cœur aussi de plein d'autres sciences. Mais nous, on a voulu faire vraiment le lien entre ce qui nous paraît important, c'est-à-dire les neurosciences et l'intelligence artificielle. Voilà, on espère que vous avez passé un bon moment, et si vous avez des questions, ce sera avec plaisir qu'on tentera d'y répondre. Merci.